J'essaie d'être très bref parce que c'était dense. Donc, les histiocytoses malignes dans la classification de la maladie de l'Histiocytose Society, elles sont classifiées entre histiocytose maligne primaire et secondaire, qui est de loin la classification la plus simple. Dans une autre classification publiée récemment dans Blood, il y a un grand groupe qui s'appelle histiocytic et dendritic cell néoplasme, et dedans, il y a plein de choses distinctes. Il y a le sarcome histiocytaire, mais aussi l'Erdheim-Chester, le Rosai-Dorfman, etc. Et enfin, dans la classification OMS, c'est encore plus complexe, à mon avis. Ils distinguent les pathologies en fonction de la supposée nature de la cellule tumorale. Bon, en bref, on ne sait pas grand-chose sur les histiocytoses malignes. Il y a beaucoup de publications, mais surtout dans les animaux, dans le chien, dans le hamster, etc. Donc, je ne vous ai pas fait la bibliographie sur les animaux, là, on ne serait pas capable de supporter ça à cette heure-là. Alors, magnifique passage. Donc, grâce à l'histiobase, donc les patients présentant un RCP national ou ajouté par Jean et Jean-François-Émile, et grâce au cas recensé par Jean-François-Émile, on a réussi à obtenir une cohorte de 137 patients français atteints d'histiocytose maligne, avec une confirmation anatomopathologique par un anapathe qui connaît bien la maladie. En l'occurrence, c'est quasiment systématiquement Jean-François-Émile ou un des collègues du réseau. Donc de 2000, et c'est de 2000 à 2023. Alors, au début des années 2000, il y a peu de patients, et si on reprend sur les dernières années, ça fait à peu près 6 cas par an. L'âge, donc c'est une maladie de l'adulte, 54 ans en moyenne. C'est essentiellement des hommes dans 60% des cas. Je me suis appuyée sur la définition, la classification anatomopathologique de la Société des histiocytoses, qui est la plus simple et à mon avis la plus cohérente. Il y a 66% d'histiocytose maligne primitive et donc un tiers d'histiocytose maligne secondaire à une pathologie hématologique. Les pathologies hématologiques sont très variées, comme vous pouvez voir, mais ça va être surtout des hémopathies de type B, donc lymphome folliculaire, leucémie lymphoïde chronique, myélome, j'étais assez surprise. Et il y a aussi secondaire à des histiocytoses de Langerhans. La maladie est le plus souvent disséminée au diagnostic et globalement, elle peut atteindre n'importe quel organe avec une prédominance d'une atteinte ganglionnaire, osseuse et hépatique. Et peau. Ouais. Ensuite, sur le plan anatomopathologique, donc si on reprend les classifications de l'OMS, cette fois, donc on n'a pas toujours l'identification précise, mais pour 57 patients, c'est vraiment indiqué clairement dans le compte-rendu anatomopathologique, et dans 60% des cas, c'est des sarcomes histiocytaires. Dans 30% des cas, c'est des sarcomes à cellules dendritiques interdigitées. Alors, sur le plan immunohistochimie, je pense que c'est très intéressant. Donc là, en bas, je vous indique quand c'est connu, le nombre de patients pour lesquels on connaît. Et donc, évidemment, dans la plupart des cas, les patients sont positifs pour CD163, CD4 ou CD8. Très intéressant, ils sont positifs à 100% pour CSF-R1 récepteur, à 100% pour PU1, qui est un bon marqueur permettant de discriminer les histiocytoses malignes de d'autres pathologies avec un infiltrat histiocytaire important. Ça a été mis en évidence par Jean-François-Émile. Les histiocytes, les cellules myéloïdes, sont positives pour PDL1 dans 70% des cas et pour BCL2 dans 50% des cas. Donc j'ai pris en compte que les comptes rendus où il y avait une bonne distinction entre les petits lymphocytés et les histiocytes.
Et le KI67 est globalement élevé, donc supérieur à 50%, donc assez important. Donc une maladie agressive et très proliférative. Sur le plan moléculaire, donc en fonction de l'époque, soit on avait des NGS de la tumeur, soit il y avait on recherchait juste BRAF, V600E ou NRAS ou KRAS, etc. Alors globalement, il y a 64% des patients vont avoir une mutation dans la voie des MAP kinases, donc soit BRAF, NRAS, KRAS, MAP2K1, PTPN11 ou NF1. Il y a 16% de mutations TP53 et il y a quand même 20% de mutations TET2A et 6L1 ou DNMT3A. Dans les patients qui présentaient une histiocytose maligne secondaire à une hémopathie, il y avait un haut taux de mutation dans la voie des MAP kinases. Et j'ai oublié de vous le souligner précédemment, mais phospho-ERK était positif dans 86% des cas. Donc peut-être que, vu qu'on retrouve que 64%, peut-être qu'on loupe des mutations de la voie des MAP kinases dans 20% des patients. Bon. Oui. Oui. Ouais. Les traitements, c'est extrêmement hétérogène en fonction des centres. Ce n'est pas le même type de spécialistes qui prennent en charge les patients en fonction des villes. Il peut y avoir des oncologues, des hématologues, des internistes. Donc ça dépend un peu de la spécialité du médecin. En première ligne, les patients recevaient essentiellement, alors ils pouvaient avoir de la chirurgie en cas d'atteinte localisée, mais sinon ils recevaient dans la plus grande proportion une chimiothérapie à base d'anthracycline, donc c'était le fameux CHOP affectionné par les hématologues. En deuxième ligne venait la place des BRAF ou des MEK inhibiteurs. Et il y avait d'autres choses. J'ai été surprise de voir 4 patients traités par IMID, genre thalidomide, revlimid, pomalidomide. Et il y avait aussi des régimes un peu plus originaux, le totem de Jean Donadieu, le Yandélis, ça c'est un truc de sarcomatologue. Alors la survie globale, je ne l'ai pas pour tous les patients, mais pour 105 patients, donc on a une survie qui donne ça. Ça fait un délai médian de survie qui est à 2,2 ans et donc une survie à 5 ans qui est de 40%. Donc par rapport à d'autres cancers, donc si on prend les cancers solides, ça fait partie des cancers avec un pronostic intermédiaire plutôt bas. On est proche du défavorable, donc à peu près comme les cancers ORL ou les cancers de l'ovaire. Et si on prend les cancers hémato, vu que ça m'intéresse, ça fait vraiment partie des bien mauvais, donc un peu comme lymphome T NK. Alors après, je suis très fière. Quand c'est localisé, c'est moins grave que quand c'est disséminé. Voilà. Oui, sauf que ça rattrape. Ouais. Ouais, mais bon. Oui. Ouais, bon. C'est bête. C'est bête. Mais bon, voilà. Donc c'est moins grave quand il y en a moins. Mais bon, peut-être que ça pose effectivement la question probablement de la chirurgie en premier lieu quand il y a une atteinte localisée. Ensuite, j'ai comparé primitif versus secondaire, c'est à peu près pareil. Après, si les patients ont reçu des anthracyclines ou n'en ont pas reçu, c'est également à peu près pareil. Si les patients ont reçu ou non des BRAF ou MEK inhibiteurs, quel que soit le moment où ils l'ont reçu, que ce soit en première, en deuxième ou en troisième ligne, comme ça, quand on les prend tous, c'est aussi mauvais. Bon, voilà. Donc c'est un travail en cours, il y a encore beaucoup de choses à faire, notamment je harcèle les centres pour avoir un peu plus d'informations. Il y a des analyses statistiques un peu plus fines à faire. On fait une étude NRIPH pour être à peu près dans les règles. C'est quoi NRIPH? Non interventionnel pour éviter qu'on aille... parce qu'il y a des médecins qui demandent
une lettre d'information à remettre à leurs patients. Et ceux qui sont morts? Non, ceux qui sont morts, on s'en fout. Mais ceux qui sont en vie, j'ai quelques médecins, quand je les ai contactés, ils m'ont demandé que je leur fournisse une lettre d'information. Donc je le fais pour être dans les règles. Donc en conclusion, c'est une maladie de l'adulte. Il y a un tiers d'histiocytose maligne secondaire et une hémopathie, généralement lymphoïde B. Tous les organes peuvent être atteints, mais il y a une prédominance d'atteinte ganglionnaire et osseuse. CSFR1 et PU1 sont systématiquement positifs et peuvent aider au diagnostic. Là, c'est une question. CSFR1, donc du fait de la positivité de CSFR1, de PDL1 et de BCL2 dans certains cas, peut-être que ça pourrait avoir un intérêt thérapeutique. Phospho-R qui est positif dans 86% des cas. Et il y a un délai médian de survie de 2,2 ans, donc ce qui est assez moyen à notre époque. Et alors là, c'est pour réfléchir sur l'avenir. Comment avancer? Est-ce qu'il faut faire un registre national, proposer des recommandations de traitement? Mais bon, ça va être un peu compliqué. Essais cliniques, ça va être très compliqué avec 6 patients par an. Bon, voilà. Je suis ouverte. Voilà. Et là, il y a la petite tête de Damien Roosevelt qui n'a pas pu venir, mais qui m'a beaucoup aidée.